Du coup, bonsoir tout le monde, bienvenue à la soirée bismenstruelle numéro 28. Ça commence à faire. Donc c'est la dernière de la saison. Si tout se passe bien, on sera de retour en septembre, avec du lourd. Très lourd. Donc ce soir, on vous présente un film qu'on voulait passer depuis très longtemps. C'est un film qu'on avait découvert par hasard en DVD il y a quelques années. Un film qui nous avait beaucoup plu, qui fait penser à Conan le Barbare évidemment, mais ça on y reviendra. Et je pense que vous allez passer une bonne soirée et ce film va vous marquer à vie, je pense. Donc on va commencer déjà par vous parler d'un petit peu du réalisateur, qui s'appelle Albert Pyun. Donc en fait ça nous fait encore plus plaisir, parce que c'est une sorte d'hommage, parce qu'il est décédé il n'y a pas très longtemps, en 2022, 26 novembre 2022. Donc c'est un réalisateur qui est né à Hawaï en 1953, donc décédé pareil aux États-Unis. Et en fait il grandit sur une base militaire avec son père qui est militaire, et sa mère aussi. Donc en fait, il avait une jeunesse où il bougeait beaucoup. Mais un jour, son père va vraiment s'installer à Hawaï. Donc en fait, durant ses études, il va travailler dans des petites sociétés de production. Et il a toujours été inspiré par le cinéma, bien sûr. Il tournait d'ailleurs des courts-métrages avec ses amis, avec des 16 mm. Et un jour, il y a une proposition d'un acteur japonais qui s'appelle quand même un grand acteur, Toshiro Mifune, pour venir en tant que stagiaire sur un tournage, en fait, l'accompagner. Et du coup, il l'a accompagné, il l'a pris un peu sous sa tutelle, et sur une série, notamment quand même avec le directeur de la photographie de Kurosawa, Takao Saito. Donc, et par la suite, Albert Pyun dira que quand même cette expérience sur les studios japonais, sur les tournages japonais, ça lui a appris à rester très zen sur ses propres tournages. Donc voilà, il fait ses petits courts-métrages, sauf qu'il se rend compte qu'à Hawaï, le cinéma, c'est vraiment très très peu développé, c'est très compliqué. Donc il est obligé de s'envoler avec ses amis vers Los Angeles pour continuer et puis essayer de faire surtout des longs métrages, c'est ce qui l'intéressait. Donc vraiment, lui, il connaissait personne, il n'était pas pistonné, donc il arrivait à LA, il passait de studio en studio avec ses scripts sous le bras. Et en fait, en fonction de ce qu'on lui disait, par exemple, ton script il est un peu faible sur ce passage-là, donc du coup il réécrivait sans arrêt ses scripts. Et pendant cette période, il a écrit entre 50 et 60 scripts. Mais il y en avait quand même un qui l'intéressait beaucoup, c'était un script d'un film qui s'appelait donc L'Épée sauvage. Alors, à la base, ça s'appelait Cold Steel. Alors, le titre original, c'est Sword and the Sorcerer. En gros, à l'époque, il se baladait avec ce storyboard-là, justement, de ce film-là, avec un storyboard qu'il avait dessiné lui-même en couleur, qui décrivait toute l'histoire, avec des accessoires gore, une tête de serpent géant sous la tête en mousse, pour montrer aux gens et puis essayer de trouver des gens qui pourraient le financer. Et en gros, il se fait à peu près virer par tous les studios. Tout le monde lui claque la porte au nez. Et un jour, il tombe sur un producteur indépendant qui travaille avec sa femme. Donc c'est Brandon Chase et Marianne Chase, je crois. Et il lui dit, ah bah tiens, franchement, je pense que ça peut marcher. Parce que lui, il avait dans l'esprit, il avait vu des films, notamment comme Excalibur, des choses comme ça, qui avaient très bien marché, qui est sorti en 81. Il avait aussi, Albert Pyun, il avait entendu que Conan était en préparation. Donc il s'est dit, la fantaisie, je pense que vraiment ça peut marcher, ça vaut le coup d'essayer. Et donc, ils disent oui au projet. Et il lui demande à peu près combien vous voulez pour réaliser votre film. Et il dit 1,5 million. Et tout de suite, le gars, il dit, ok, parfait, je vous donne 1,5 million pour faire le film. Allez-y, faites-le. Et apparemment, il était très très surpris. Ça l'a énormément surpris. Alors à la fin, quand même, avec toute la distribution, enfin tout ça, le budget global du film, il arrivera à 4 millions. Alors, pour le casting de l'acteur principal, alors vous allez voir, c'est un film qui ressemble pas mal à Conan, comme je disais. Et à la base, il pensait à David Hasselhoff. Sauf que, au final, ça n'a pas été lui. Parce que, apparemment, la directrice de casting disait qu'il avait des tout petits bras et des chicken legs, il disait ça, donc des pattes de poulet. Donc, en gros, il avait l'air absolument ridicule dans le costume en slip. Donc, du coup, il a été viré. Et donc, ça a été un acteur qui s'appelle Lee Horsley qui a été pris pour le rôle. Donc, c'est un acteur américain qui a fait beaucoup de télévision, c'est énorme.
Et curieusement, quand même, on peut le voir au cinéma dans quelques films, notamment 2 films de Quentin Tarantino, Django Unchained et Hateful Eight. Donc c'est des tout petits rôles. Alors ensuite, il y a le rôle de la princesse qui est joué par une actrice qui s'appelle Kathleen Beller. Donc elle, c'est pareil en fait, c'est beaucoup des acteurs de télévision. Mais on a pu la voir au cinéma dans Le Parrain deuxième partie, Policeman avec Paul Newman, et puis une série qui s'appelle Dynasty où là elle a un rôle récurrent. Bon, c'est un peu une série à la Dallas, un peu ces choses-là, quoi. Alors il y a un autre acteur qui joue le prince Mika, qui est Simon McCorkindale. Donc c'est un acteur anglais. Et puis c'est pareil. Alors lui, il a fait beaucoup de télévision, notamment dans les séries. Le rôle principal, quand même, dans une série qui s'appelle Manimal, où c'est un mec qui a le pouvoir de se transformer en n'importe quel animal. Une série des années 80. Et aussi la série Quatermass. Alors il y a un autre acteur aussi dans le casting qui joue le rôle de Cromwell, qui s'appelle George Maharis. Et lui, alors, il a vraiment fait énormément de séries. Mais peut-être sa plus connue, c'est une série des années 60 qui s'appelle Route 66. Ensuite, il y a un tout petit rôle, vous allez voir qu'on voit au début. Alors c'est un grand bonhomme qui est maquillé, qui est une sorte de monstre, on ne sait pas trop ce que c'est d'ailleurs. Son personnage s'appelle Xusia. Et lui, il est joué par Richard Moll. Donc c'est un acteur de série B, vraiment qui a une stature, il fait 2,3 m. Donc dans les films, il joue souvent les méchants. Et lui, on a pu le voir dans House, par exemple, Messe Noire, un petit film de série B qui est très cool. L'Homme des Cavernes, un film avec Ringo Starr, quand même, qui est plutôt drôle. Non. La course aux jouets. Et pas mal de productions de Charles Band. Pour le tournage, enfin pour le casting aussi, Bah oui, le rôle le plus marquant du film, c'est le méchant quand même, qui est joué par Richard Lynch, qui est un acteur qui a une grande carrière, mais surtout de série B. Alors Richard Lynch, il est né à New York en 1940, il est mort en 2012 en Californie. Alors à la base, c'est un vétéran militaire, mais il s'est intéressé au théâtre. C'est comme ça qu'il est devenu acteur pour plus tard. Mais il a eu une fâcheuse tendance à prendre des drogues assez jeunes, des drogues dures qui lui ont un peu cramé le cerveau. Et un jour, en 67, il s'est dit tiens, je vais m'immoler par le feu. Il s'est immolé par le feu. Son corps a été brûlé à plus de 70%, donc il a subi énormément d'opérations chirurgicales, de greffes, etc. Donc vous verrez, ça se voit à l'écran, il fait un visage très particulier. C'est pour ça qu'il a fait quasiment que des méchants dans le cinéma en fait. Donc on peut citer quelques films intéressants de beaucoup de cinéma bis. Donc il y a Meurtre sous contrôle de Larry Cohen, où il a un petit rôle. Mais un film vraiment où il y a le rôle principal, quasiment le principal, c'est Les Gladiateurs de l'an 3000, production Roger Corman, où il fait le méchant, plutôt cool. Une espèce d'épée en verre avec des motos dans le futur. Enfin, c'est génial. On passera peut-être un jour d'ailleurs. Je crois que Johan l'a en pellicule d'ailleurs. L'épée sauvage, évidemment, où il fait le méchant. On peut citer aussi des films italiens, donc Amazonia, La Jungle Blanche, et Les Barbarians de Ruggiero Deodato, où il fait les méchants aussi. Invasion USA de Joseph Zito, où il est le méchant face à Chuck Norris. Je vous le conseille. C'est un méchant russe dans le film, hein, c'est très original. Alligator 2, la suite du film qu'on a passé le mois dernier, où il fait un chasseur aussi, qui se fait bouffer dans les égouts. Necronomicon, le segment de Christophe Gans, juste dedans, c'est en 93. Et on peut citer un de ses derniers films, Halloween, de Rob Zombie en 2007, le remake. Voilà, il a un petit rôle aussi. Puis il y a une petite carrière à la télé aussi, hein. On l'a vu dans Starsky et Hutch, Agence Touriste, Supercopter, Arabesque, Highlander et Charmed quand même. Voilà. Et vous verrez que dans le film, parce que le film est présenté en version française, il est doublé par Georges Aminel, donc la célèbre voix de Dark Vador. Donc ça rajoute un petit côté très couillu. D'ailleurs, on peut aussi dire que l'acteur principal est doublé par Richard Darbois, la célèbre voix d'Harrison Ford, et en fait c'est le même doublage que Conan le Barbare, quasiment, entre le gentil et le méchant. Donc déjà ça donne un côté qui se rapproche beaucoup du film, quoi. Alors, pour revenir sur vite fait le tournage, donc le tournage il s'est entièrement tourné à LA en fait, hein. Albert Pyun, en fait il connaissait pas mal la ville, et en gros ça permettait d'économiser de l'argent plutôt que d'aller au Royaume-Uni par exemple. En gros, voilà, tout a été tourné là-bas. Il a duré environ 8 semaines. Et dans des interviews qu'on a pu regarder, Albert Pyun, il disait que c'était vraiment la pire expérience de sa vie, ce film-là. C'était son premier film, et vraiment, c'était horrible. Apparemment, c'était très très mal organisé. Le matin, il arrivait sur le set, il n'y avait pas de storyboard, il n'y avait pas de découpage des scènes. En fait, rien n'était prévu. Il savait juste avec quel plan il allait démarrer la journée et quel plan il devait finir, en fait. Donc apparemment, il
vu qu'il savait son dernier plan, il savait à peu près comment organiser, mais il disait que c'était assez horrible. Il y avait des gros conflits aussi avec les producteurs. À plein de reprises, il a voulu juste tout lâcher l'affaire et se barrer du plateau. Et à chaque fois, apparemment, c'était l'acteur principal, Lee Horsley, qui l'a rattrapé, qui lui dit mec, si tu te barres de ton plein gré, ta carrière est foutue en fait. Il faut que tu restes, il faut que tu encaisses. Puis au pire, tu te fais virer, mais il faut que tu restes, il faut que tu tiennes le coup. Donc il y avait aussi pas mal de compétitions à l'intérieur de l'équipe, notamment un des directeurs de la photo qui voulait, en fait il priait un petit peu, il voulait tout faire pour que Albert Pyun se fasse virer et puis reprendre le contrôle du film. Le monteur qui était aussi contre lui. En gros, Albert Pyun était plutôt dans l'équipe de, on va dire, les acteurs contre la production en fait. D'ailleurs, il a absolument, en fait, on l'a mis à la porte de la salle de montage. Il a absolument pas du tout participé au découpage du film et au montage. Il a dit d'ailleurs que, enfin, il pense pour lui que le monteur a fait en sorte, en fait, de massacrer un peu son film. Il disait que c'était pas le rythme qu'il voulait imposer aux scènes, qu'il avait coupé trop de trucs. Enfin bref. Puis même, c'était quelqu'un qui était vraiment pas dans l'esprit Hollywood, par exemple. Sur le tournage, vous allez voir, il y a une scène de harem avec des femmes en petite tenue. Et à poil. Ouais, voilà. Et apparemment, lui, ça le. Apparemment, il y avait quelqu'un justement du plateau qui est venu lui dire vas-y, Albert, va leur dire d'enlever le haut. Mais il dit mais pourquoi faire? J'en ai pas besoin dans la scène. Il dit non, mais t'es le directeur, c'était le réalisateur. Si tu leur demandes, elles vont le faire, elles vont le faire. Je dis mais elles sont au courant ou pas ou quoi? Et il dit mais moi, c'est hors de question, tu te démerdes. Tu vas leur annoncer, mais moi, je dis pas ça, quoi. Donc c'était quelqu'un qui était vraiment en dehors de tout ça, quoi. Donc le film a quand même fini par se faire, hein. Et à sa sortie, ça a été un énorme succès, quoi. Donc il avait vu juste Albert, il avait bien senti que la fantaisie c'était la bonne période pour en faire. Donc ça a été le film indépendant de l'année 1982 le plus rentable. Donc 39 millions de recettes, ce qui est franchement très bien, quoi. Et par la suite, forcément, il a des propositions des grands majors pour faire des films, parce que du coup, c'est un homme à succès, sauf qu'apparemment, lui, il s'en branlait littéralement, il s'en foutait. Il arrivait au rendez-vous en claquettes, chemise, lunettes de soleil. Les mecs, tout le monde regardait en mode... Puis en plus, c'était quelqu'un qui est asiatique, en fait, donc... Et il disait que lui, il pensait pas qu'il y avait du racisme à l'époque à Hollywood. Il n'en avait même pas conscience. Mais après coup, il disait que ça a peut-être pu jouer aussi dans le rejet qu'avaient les studios. Il ne s'attendait pas du tout à voir une personne comme ça arriver. Donc finalement, il a fait quand même 50 films dans sa carrière, tout le temps de manière indépendante. Alors il en a fait un ou deux pour la Canon Group quand même, un pour Charles Band, mais en gros ça va rester, je pense, un de ses films avec le plus gros budget. Après, au fur et à mesure de sa carrière, c'est vraiment de la série B qui va peu à peu tomber dans la série Z. Mais il est toujours resté fidèle à ses principes, à faire des films quand même divertissants, avec peu de moyens, mais avec des bonnes idées, quoi. Donc on peut citer quelques-uns de ses films quand même. Donc il a fait un film, un slasher qui se passe sur un campus qui s'appelle Campus 86. Un de ses plus connus en 89, Cyborg, avec Jean-Claude Van Damme, qui est quand même resté dans l'histoire. C'est son plus connu, en fait. Je pense que c'est un de ses plus connus dans l'histoire de la carrière de Van Damme, on va dire. Captain America, quand même, il a adapté un comics de Marvel en 90 avec Red Brown, d'ailleurs qui a un petit rôle, qui a un tout petit rôle, hein, mais on aime bien Red Brown. Dollman, ça c'est une production Charles Band. Il a fait une saga aussi qui s'appelle Nemesis avec 4 ou 5 films, un truc futuriste à moitié. Alors un film aussi post-apo avec Chris Christopherson qui s'appelle Night en 93. Pas mal. Qui est plutôt cool, ouais, franchement. Un film sur les jeux vidéo qui s'appelle Arcade en 93. Et donc il avait prévu de faire une suite à ce film-là en fait dès la sortie de celui-là. Ouais, mais c'est pas fait. En fait, il a pu le faire qu'en 2008. Alors, je vous laisse imaginer le. Évidemment, il a commencé à tourner le film, il a pas réussi à le terminer. Il n'y avait plus d'argent pour le producteur, mais il a quand même monté le film. Il est sorti. Ce serait sorti 2 ans après, en 2010. 2010, ouais. Avec Kevin Sorbo, un acteur qui faisait Hercule, ouais. Pas très grand acteur.
Donc, voilà. Bah, d'ailleurs, le même acteur principal, il revient dans la suite apparemment. Donc voilà un petit peu pour la carrière d'Albert Pune. On peut vous parler aussi, Marvin. On va vous parler un petit peu d'Heroic Fantasy quand même, parce que c'est un genre qui a explosé évidemment en 82 quand le film de John Milius est sorti, Conan le Barbare. Donc évidemment, on va parler des Italiens qui ont tout de suite sauté sur le truc en disant ah bah nous aussi on va en faire plein. Donc on peut citer les deux Hathor de Joe D'Amato, donc Hathor le Conquérant, Hathor l'Invincible. Ceux-là, faudrait les ressortir en Blu-ray parce que Ouais, c'est pour être cool. c'est cool ça. On peut citer Thor le Guerrier de Tonino Ricci, Iron Master, La Guerre du Fer de Umberto Lenzi, qui est un plagiat entre La Guerre du Feu et Conan. C'est cool. Conquest du Grand Lucio Fulci, alors qu'il y a un film, on voit que de la brume dans le film. Alors, je pense que c'était vraiment pour cacher la misère du film. C'est un film brumeux, à voir pourquoi pas. Les Barbarians de Ruggiero Deodato, donc celui-là, vous pouvez le passer, mais c'est un film de la canon qui est. Il y a Richard Lynch aussi d'ailleurs. Qui est bloqué visiblement au niveau des droits, donc c'est dommage. Mais, ça, c'est trop cool ça. Ouais, un jour peut-être. On peut citer aussi pour les Américains donc Conan le Destructeur, donc la suite de Conan, qui est un film qui pique un peu, pour ceux, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais de Richard Fleischer, qui est, bon, ça tombe dans le bis un peu. Calidor de Richard Fleischer aussi, qui est une espèce de fausse suite de Conan, mais c'est Red Sonja, avec Brigitte Nielsen, qui est pas terrible du tout, il faut le dire. On peut citer Krull de Peter Yates, qui est un film qu'on aime beaucoup, plutôt cool, de 83, qui est très sympa. Dar l'Invincible, donc film américain, Dar l'Invincible, de Don Coscarelli, un Heroic Fantasy américain aussi. Et puis des films aussi assez connus, on peut citer Tigra, La glace et le feu. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est un film d'animation fait en rotoscopie, qui est vraiment très cool. Par Ralph Bakshi. Qui avait déjà fait Le Seigneur des Anneaux, qui n'avait pas fonctionné. On peut citer aussi des films très connus comme Willow ou Histoire sans fin, qui sont des films cultes. C'est un genre qui a vraiment explosé dans le monde entier, même aux Philippines, des petits films d'Heroic Fantasy. Il y en a énormément. Quoi. Okay. Voilà. Merci. Bonne séance.